everybody. We are absolutely outraged. Our fundamental rights are under attack now by radical extremists who are dominating the Supreme Court. This is an unprecedented attack on human rights, and it's a major regression in our fight for women's rights and gender equality, and also for privacy. This is absolutely unacceptable, and we will fight this. We are going to have ups and downs, and we will continue fighting, even if we have lost the battle, but we have not lost the war. We are fighting this war, and we are going to win this war. Next, our next speaker is Chloe Olson. Thank you. Hello, everyone. Thank you so much for being here. How can you call yourself pro-life when you're actively working to cut and completely destroy policies designed to help and protect American life? The American medical system has failed time and time again to protect the health of American citizens, particularly those most marginalized and vulnerable. Our private health insurance system forces us to bear the costs of birth control, abortion, and childbearing. Our reproductive working conditions, namely childcare, healthcare, paid leave, wages, union rights, work hours, are abandoned to the mercies of the private sector. We deserve a real freedom, a freedom guaranteed in healthcare and an economic system designed to maximize human flourishing. As a young person and as a youth caucus leader, I can't help but wonder and fear how drastically a reduction in abortion access will alter the lives of America's youth. Yes, abortion is a health issue. Yes, it's a privacy issue. But abortion is also a race issue, a labor issue, a class issue. We can and must build a movement that ties together labor, intersectional feminism, and healthcare organizing. If we want safe, accessible abortions, we cannot be single-issue voters. A vote for universal healthcare, workers' rights, parental leave, universal pre-K, or sex education is a vote for reproductive rights. If you're wondering how you can fight against this recent decision and other disheartening political developments, the first step is to get more involved in the process. We will be in the streets, not just today, not just a few times, but over and over again. We will fight this for as long as it takes. Thank you, Chloe. Wow. Great. Now, Louis Henderson. Life is just going to get a whole lot harder for them. We're talking about traveling from Texas to other states where they can have safe abortions. We're talking about teenagers missing out on and their Magloire. families who Enchantée, Chloé. Ravi Chloé, je vous ai vu tout à l'heure. Ah oui. Vous êtes incroyable. Ah merci, merci. Vous êtes incroyable, vous êtes vraiment forcez l'admiration par votre J'ai fait plein de conviction. discours. C'est pas votre premier quand même. Non, ça fait plusieurs fois que j'ai fait ça. C'est chaque semaine en C'est plus. un vrai bonheur de vous entendre. La cause est juste. On a un peu de bruit ici. Ouais. On va aller se poser tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Super. Je vous laisse terminer À votre tout à l'heure. manifestation. La jeune femme que je viens de rencontrer n'a que 24 ans. Mais elle a déjà un sacré charisme et une énergie qui lui a donné envie de s'investir politiquement à la tête des jeunes de Democrats Abroad. C'est l'association internationale qui rassemble les démocrates américains à l'étranger. Chloé est une jeune activiste qui s'inscrit dans sa génération. Inspirante, je le sens. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur elle. Vu d'ici, les difficultés de la vie sont moins graves. Oui, on voit même pas que l'avortement c'est en train d'être retiré comme droit aux États-Unis. C'est le sujet. Hein. Pour 2 secondes. Pour 2 secondes. Et après, on revient. C'est votre sujet, hein. C'est votre sujet en ce moment. Pas seulement l'avortement, mais les droits politiques. C'est ce que j'ai étudié à l'université, donc. On va en parler? Oui. Allez, venez, on s'installe. Qui est Chloé? Je suis née aux États-Unis, à Où ça? Greenwich, Connecticut, qui est tout près de New York. Et j'ai vécu 1 an, donc je ne connais pas tellement bien New York. J'ai déménagé vers Virginie, après Montréal. Virginie encore. Et à 7 ans, mes parents ont décidé de déménager vers Paris. Donc vous avez habité en Virginie et après Montréal.
Montréal, c'est Une ville oui, francophone. Ouais, francophone. Québécoise. Ma mère, elle est québécoise. D'accord. Du côté de ma mère, elle est tout canadienne, donc j'avais cet esprit en grandissant. Et quand j'ai déménagé vers Paris, j'avais premièrement l'accent. Les gens à Paris qui me demandent « Mais j'entends un petit accent, c'est quoi? Tu viens d'où ?» Ils demandent la Russie, l'Amérique, Canada. Oui, il sait pas. Il y a quelque chose mais qui va pas, mais il sait pas quoi. Difficile à définir. Parce que c'est pas évidemment américaine, Ouais. mais c'est pas surtout français. Ouais. Quand on a 7 ans et que vos parents vous disent « On va vivre en France Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? C'est quoi la France pour vous à 7 ans? J'avais pas une image de la France. Précise. Oui, j'avais rien précise, donc je ne savais pas ce qui m'attendait. Et vraiment, ça m'a changé la vie de venir en France, d'apprendre les cultures différentes, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés d'ailleurs. Et vraiment, je ne peux même pas imaginer ma vie sans cette décision. Et alors, quelle est la première image qui vous reste qui me des reste années après? La Tour Eiffel, des baguettes, des chiens partout, parce que moi j'ai grandi adorant les animaux. Et de notre côté, les Français, il y a une mentalité qui est complètement différente, qui me touche beaucoup. C'est parfois interprété par des Américains comme un qualité râleur ou contestateur. Oui. Mais moi, je trouve que c'est une qualité qu'il faut aux États-Unis. Et c'est un peu ce côté de manifestation, de dire ce qu'on pense en tête, de rien laisser dans l'air, que j'apprécie beaucoup. Êtes-vous une militante? Une femme engagée? Qu'est-ce que vous êtes? Depuis quand? Moi, je dirais que ça commence quand j'avais 18 ans. Oui. Donc on voit, c'est les élections de 2016 qui nous a tout fait peur quand Donald Trump a été élu comme président. Et c'était ce moment-là que je me suis dit, mais arrête, stop, il faut que j'ajoute quelque chose parce que je ne peux pas regarder sans rien faire. Donc quand j'ai retourné à Paris, j'ai trouvé ce groupe Democrats Abroad, qui est un groupe d'Américains en France, mais aussi dans tous les pays à l'étranger. Et notre but, c'est de les tout trouver et de les encourager à voter. Parce que si on ne vote pas, le système ne change pas. Croyez-vous que si vous aviez continué à vivre aux États-Unis, vous seriez de la même manière engagé? Je pense que oui. J'ai grandi dans une famille démocrate avec l'esprit activisme militant. J'ai fait des études sciences politiques, donc c'est quelque chose qui est très proche à cœur pour moi. Mais d'avoir cette niche qui peut vraiment changer des choses à côté des États-Unis, c'est une grande portion des gens qui votent pas. Et je comprends pas pourquoi. Et on travaille sur ça, mais c'est le but seulement de voter, de s'engager dans la vie politique. Qui est là ce soir? Des membres de Democrats Abroad. D'accord. On a des Américains qui cherchent quelque part à fêter le 4 juillet, qui est un gros fête aux États-Unis. Et normalement, on a des feux d'artifice, on fait des fêtes avec les voisins. Donc c'est un grand événement. Et d'être à l'étranger sans avoir quelque part d'y aller, ça fait triste aux Américains. On a quelques-uns ce soir que j'ai jamais rencontrés, mais j'ai aussi mes meilleurs amis. Alors le 4 juillet, qu'est-ce que c'est? C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis de l'Angleterre. D'accord. Donc c'est le 4 juillet 1776. D'accord. Et depuis, on fête l'indépendance. Super. Ouais. Mais c'est plus une fête politique, c'est plus une fête populaire, c'est plus une fête identitaire, c'est quoi? C'est comme le 14 juillet en France. On a des feux d'artifice, on fête la nationalité américaine, on mange de la bouffe américaine, mais c'est aussi une occasion de se rendre compte avec les voisins, de dire un mot bonjour. C'est la fête populaire. Oui, c'est la fête populaire, exactement. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? On a
Je dirais au-dessus du miroir, moi, non? What do you think about? Ouais. Ça a l'air bien. Ouais. But on top, on the wall. Tu me peux passer encore du scotch? Voyons, ouais, très bien. Ma famille a vécu ici pendant 3 ans et j'étais à l'école américaine avec Chloé et Gabin. Il y a longtemps, quand même. Et vous parlez sans accent? Ouais, vous pensez? Oui. Non, je suis né parisien, mais ma mère est américaine et mon père est français. En ce moment, l'Amérique connaît des moments étonnants. On ne parlera pas de politique, mais on parlera juste de décisions prises. Ouais. Quelle est votre position? Je connais la vôtre. Quelle est votre position, vous, en tant qu'Américaine? Je pense que c'est intéressant de voir des choses qui se passent aux États-Unis quand j'habite en France. Comme Eliza a dit, quand même, ça fait du bien d'être à Paris, ça fait du bien d'être en France, dans un pays en Europe auquel on se dit on a des privilèges et des lois qu'on se prend pour de la nature, pour un truc qui est juste banal, pendant qu'aux States, il y a des batailles pour des droits qui, j'imagine, sont même pas dans les pensées des Français. Et je pense que c'est surtout le truc qui est plus intéressant quand on est en soirée ici ou quand on sort. C'est on explique un peu notre situation, on explique pourquoi on est fâché ou pourquoi qu'est-ce qu'on a fait une manif aujourd'hui. Les Français nous demandent pour quelle raison, et on explique. Et puis pour eux, c'est un peu, on savait même pas que ça se passait comme ça ou que, ouais non, en sorte c'est triste pour nous. Est-ce que vous êtes des militants? Belle question. Militants. Je sais pas beaucoup. Je suis en train de les convertir. Oui, N'est-ce pas? exactement. Je dirais ça. À cause de Chloé, On on peut. encore dans 10 mois, Ouais. militant. Non mais c'est vrai, hein. Honnêtement, Oui, mais je pense que quand tu vois la différence dans un autre pays, je pense que c'est plus important de faire quelque chose aux États-Unis. Oui, on parlait de ça aujourd'hui, qu'il y a un système de support social en France qui n'existe pas aux États-Unis, et de voir les deux d'une manière opposée, c'est choquant. Oui, c'est triste et oui, choquant. Comment vous la voyez, Chloé? tu l'as vu aujourd'hui avec sa présentation devant tout le monde, mais l'énergie que tu ramènes, et c'est incroyable. Et un niveau de... Travailleuse. Ouais, et c'est cool de voir. Non, mais tes définitions d'être militante, hein, c'est Chloé quand même. Hein, C'est un leader. C'est un leader. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Pleine lecture. Ah, ma gloire! Ça va? Vous, quand vous lisez donc de l'anglais. Bon, Tony. J'ai envie de l'appeler Tony, je ne l'ai jamais rencontré, de me rencontrer, mais c'est comme une sœur. Madame Morrison. C'est un cri. Tony, c'est le cri, c'est le lointain cri de l'esclavage. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, dans Toni Morrison? Il y a beaucoup de poésie là-dedans. Il y a une manière de jazz, on pourrait dire, dans la façon qu'elle écrit. Elle touche à des émotions super humaines que, ça apporte quelque chose qui nous unifie toujours. Je qualifie jamais la littérature par la couleur de peau, par les origines, mais si vous lisez Toni Morrison, oui. Il faut lire alors peut-être Césaire ou plutôt Senghor. Senghor a écrit de très beaux textes sur les États-Unis. Et tout d'un coup, on a cette espèce de musique qu'on trouve chez Toni Morrison, oui. dans le sombre. Lui, plus dans la lumière, dans l'espoir,
mais on retrouve cette même musique de littérature écrite par des hommes et des femmes de couleur. Oui. C'est-à-dire cette indicible violence et souffrance où on sort une espèce de blues à lire. On a beaucoup des auteurs américains noirs qui sont venus à Paris pour trouver un environnement moins raciste. Je ne sais pas s'ils ont trouvé un environnement moins raciste, certains, oui, mais un racisme qui se présente différemment, donc qui lui permettent de vivre quand même, de bouger dans la vie, qui n'était pas possible à l'époque aux États-Unis, mais aussi on voit comment le déménagement vers Paris leur a changé le vie. Donc James Baldwin est mon auteur préféré et Giovanni's Room qui a été écrit à Paris, j'adore parce qu'on voit son point de vue de comment il a changé son manière de vivre, comment il a changé sa politique une fois qu'il a découvert la vie parisienne. Est-ce que vous diriez que les États-Unis ne sont pas un véritable pays de liberté? Oui, je dirais ça. Si on est blanc, si on est noir, on occupe une place dans la société extrêmement différente. Et ça, c'est pas la liberté. Est-ce que le fait d'être une Américaine qui vit en France, est-ce qu'il y a une espèce de racisme possible ou de regard un peu... voire de la jalousie, toute bête? Jalousie, je ne sais pas. Des regards bizarres, oui. Du racisme, non. D'accord. Je suis privilégiée, je suis une femme blanche, j'expérience pas du racisme. Donc pas de racisme, pas de mauvais mots, pas de mots délicats en toi l'américaine, jamais? Moi, non. Mais peut-être les autres. Moi, je suis reconnaissante aussi que j'ai un privilège de la façon que j'ai grandi, de vie. J'ai un privilège de vie d'être triple citoyen et aussi d'avoir la chance d'avoir une éducation d'une qualité supérieure, de vraiment haute qualité, que j'apprécie beaucoup. Et c'est ce privilège qui m'a tournée vers mon projet de vie, qui est vraiment de m'axer sur la loi environnementale. Ce privilège donne des devoirs. Oui, devoirs surtout, oui. À vos devoirs, mademoiselle. On va revenir sur vous, sur votre itinéraire de jeune fille, de jeune femme que vous êtes, mais de petite fille aussi. Oui. Vous êtes en même temps sur 2 continents et 3 pays. La première fois que vous avez quitté les États-Unis? La première fois que j'ai quitté les États-Unis, c'était pour Montréal, quand j'avais 4 ans. Vous avez des souvenirs à 4 ans de ce départ pour le Montréal? Départ pour Montréal, non. J'ai des souvenirs de Montréal que j'adorais et c'est là où j'ai appris le français parce qu'avant, mes parents, ils ont gardé le français comme leur langue secrète et ils m'ont mis dans une école bilingue française et c'est là où j'ai appris le français. Comment Chloé, petite fille, quand elle comprend qu'elle va changer de continent, quand elle va venir à Paris, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'avais peur. C'était quelque chose de choquant. J'avais peut-être dans la tête qu'on va partir pour un pays que je ne connais pas, d'une culture que je ne connais pas. Donc ça m'a fait beaucoup peur. Et une fois que j'ai arrivé à Paris, tout est parti. Paris, c'est magique. C'est un vie de Disneyland. On ne croit même pas qu'on a la chance d'habiter dans un pays tellement bel. Et aussi d'avoir la chance d'explorer Europe, parce que moi c'était ma première fois de vraiment découvrir le monde. À part son léger accent, qu'est-ce qu'elle avait d'américaine, la petite Chloé, entre 7 et 12, 13 ans? J'avais la culture qui est hyper... une confiance en soi, mais aussi de parler de haute manière. Donc, chaque fois qu'on était dans une resto avec mon frère, il me disait « Mais arrêtez de harceler, arrêtez de crier », parce que les Français, ils ne parlent pas de la même manière que les Américains qui crient tout. Et il y a cette idée que quand on est des enfants, il faut les supporter. Donc on dit tout le monde bien fait, bien réussi, hyper bien. Et c'est pas l'idée française. L'idée française, c'est de dire c'est ça que tu as fait, c'est de trouver en fait dans les enfants ce qu'ils ont mal fait et de le corriger.
Et c'est une manière de créer une enfance qui est hyper programmée, mais de même temps plus adulte. À quel moment Chloé s'est sentie vraiment française? J'attends toujours que ça m'arrive. Parce que je me trouve comme une fausse française. Moi, j'aimerais bien être perçue comme une française, mais je sais bien que j'ai l'accent, j'ai pas le verbage j'ai pas tous les mots en tête tous les jours. Et maintenant, surtout que j'ai pas l'habitude de parler en français chaque jour avec mes amis, avec mes parents, je parle en anglais. Donc, j'attends toujours que j'ai cette chance encore de travailler en français, de lire encore plus en français, d'avoir des amis français, que j'en ai de plus en plus, mais ça m'attend toujours. Donc j'aimerais bien devenir plus français parce que culturellement, je me sens beaucoup plus française qu'américaine, mais j'ai l'accent et tous mes références sont américaines, donc ça fait un peu bizarre parce que les Américains, ils me perçoivent comme... français, canadien, on ne sait pas, elle n'est pas américaine. Les Canadiens, la même chose. Et les Français, c'est hors question. Tu es américaine. Puisqu'on parle de choix, quels seront vos choix de vie? Vous le savez? Vous voyez Chloé dans 10 ans, elle serait où? Elle ferait quoi? Ça change chaque jour parce que moi, je suis complètement biculturelle. Donc, j'ai cette idée en tête que je veux retourner aux États-Unis et leur aider d'apporter cet esprit français d'un système social qui est beaucoup plus solidaire. Et j'aimerais bien essayer à aider à établir ce système aux États-Unis, ce qui me manque beaucoup. Mais j'adore Paris. Paris, c'est chez moi. Donc, je pense que une fois que je retourne aux États-Unis, Paris va me manquer trop et je vais retourner encore une fois. Parce que moi, j'avais l'idée en tête que je ferais mon bachelor aux États-Unis et je vais rester là pour la vie. Et alors? Après 4 ans, Paris me manquait trop et j'ai retourné. Et Ressemblance prête un livre. C'est un livre où chacun écrit ce qu'il est, ce qu'il a pensé, mais surtout nous laisse une trace de lui. Vous voulez bien nous écrire quelques mots? Oui, j'aimerais bien. Et je partirai sur la pointe des pieds, je vous laisserai avec le livre. Mais il faudra me le rendre. Il est là. Ah, waouh! Il est beau, non? Super beau. Je vous le confie. Merci. Je vous le confie comme vous nous avez confié tout ce que vous nous avez donné. Et moi, je vais vous donner autre chose. Dis-moi. C'est sur moi. C'est un bijou qui vient de Togo, de chez moi. Je le... Oh non! Mais si, voilà, ce sont des... Ah, mais moi, je vais le regarder plus tard. Je vous le laisse. Il vous accompagnera merci, c'est tellement gentil. Dans vos déplacements, oui. Dans votre vie. Plein de bonnes choses. D'accord? On écrit? On écrit. Au revoir. I'm not saying we will create a paradise from one day to the next, but we will put an end to hell. Et c'est une citation de Mélenchon, mais j'ai trouvé en anglais sur Twitter et j'ai trouvé super marrant.